Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Je sais qu'à soir, on avait d'autres choses de prévues. On a un beau programme, mais là, je suis plus capable. Là. Je suis plus capable. La politique, c'est trop compliqué. Là. Qui c'est que ça intéresse de répondre à des questions, puis les législations, puis les élections, puis la démocratie, puis... Non, non. Là, Même trop drôle, hein? j'ai amené un mixtape. J'ai amené un mixtape de mes tunes préférées qui vont m'inspirer de la nostalgie puis me ramener à mon good place, à mon enfance. Fait qu'on va écouter ça pendant que je dodeline de la tête avec un sourire niais puis le regard tourné à l'intérieur pour essayer de dissimuler l'ampleur de ma terreur existentielle. Parce que depuis que j'ai été confronté avec ma propre mortalité, là, même mon ego suffit plus à compenser. Euh, je suis tout nu dans le vide, suspendu à l'envers. Il n'y a plus rien qui me sépare du néant et de la vacuité de mon existence, à part un saut mal adapté. Même d'être un chef de culte, puis d'être adulé par le plus petit dénominateur commun du peuple, ça suffit plus là, à combler le vide de mon âme. Ça Je veux va-tu, Gab? plus. T'es tombé dans Je la veux, sauce? je veux plus être là. Ça Je va-tu? veux plus être là, là. Je veux plus être là. Je veux. OK, gang, on a besoin d'aide, là. Y a-tu quelqu'un qui a des ressources, là? Gab est tombé dans la sauce à soir, là. Je veux plus faire de politique, Max. Ben, Je veux plus être président. Ça pue le pauvre ici, en plus. Là. Je veux retourner dans le ventre de ma mère, mais je sais qu'il faut que je continue parce que quand la musique va arrêter, ben, je vais aller en prison. Là. Puis la prison, ben, c'est vraiment pas fait pour moi. Là. La prison, c'est pour les si, pauvres puis les si, noirs. Puis si, moi, je si, suis riche, là. si Je suis boire, riche, Gab, Max. Je suis trop riche pour aller en prison. Là. non, 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 mais Gab, est où ton ambition, là? Moi, je pensais que tu m'as toujours dit que ton modèle d'enfance, c'était le personnage de Cortex dans Minus et Cortex, parce qu'à tous les jours, il disait qu'il voulait conquérir le monde. Hein? Est où ton ambition, Gab? Alors, saisis-toi, là. Hein? Je sais pas. Je l'ai Gablo, perdu dans dictateur mon club de mondial. golf. Garde ça en tête. Focus. Gablo, dictateur mondial. Let's go. La dictature du commentaire. Euh, Ah, je sais pas les si t'étais au courant. influenceurs. Je sais pas si t'avais vu la référence en fait que j'essayais de faire. C'est quelque chose qui est arrivé pour vrai. Trump il faisait Oui, oui, un oui, town je... hall. Il était supposé répondre à des questions, puis il a juste décidé que non. Ouais. Oui, oui, je On comprends. écoute de la musique pour la balance de la soirée. Ah non, ça, je savais pas. Je pensais que tu référais au cas à la fois où il avait dit vous n'aurez plus besoin de voter. Ah, ben écoute, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Écoute, ça va bien. Hein? Sérieux, c'est un site, ça va bien. Ça va bien. Ouais, Ça non, va mais bien, il, Trump. il faut en rire, tu sais, gars comme moi. En fin de semaine, écoute, il a fallu que je réadapte tout mon cycle de sommeil. Je vous conterai peut-être ça tantôt. Mais j'ai j'ai pas eu le temps de checker les centres d'alerte puis toutes ces trop choses-là, mais j'ai augmenté ma culture de caféinomane. J'ai appris comment la police buvait son café. Est-ce que tu savais qu'il y avait une manière spécifiquement policière de boire son café, Gab? J'aime mieux pas penser à ça en fait, parce que ça me fait un point commun avec la police. Puis Mais écoute, non, mais. ça me rend mal à l'aise. Ouais, non, mais je suis pas mal sûr que tu bois pas ton café comme eux. Eux autres, là, les petits coquins, c'est des fans de café alcoolisé. Hein. Paraît que la manière, tu sais, que typiquement policière de boire son café, c'est noir avec une coupe de shot dedans. Comme dans les films. Euh, fait Dans les films. qu'écoute, Allegedly, bien sûr. allegedly. Fait que moi, écoute, c'est comme, je me suis dit, ouais, à cette heure, je sais comment pas boire mon café. C'est plate. En plus, moi, j'aime ça, des cafés spéciaux, mais écoute. Ouais, mais moi, je mets du lait dedans, fait que c'est correct. Tu sais, eux autres, Fait que ils en j'ai. calent une coupe pour calmer les nerfs, puis après ça, ils prennent leur tant- char, tant- puis ils s'en vont. Ouais, non, Genre, c'est ça. ça fait full pin, Exact. Non, mais c'est parce que, tu sais, il paraît que le café, c'est avec pas. les sirènes. Mais c'est ça, c'est parce que moi, je pense là, qu'il paraît que tu sais, le café, il paraît que c'est pas bon pour l'anxiété. Tu sais, ça rend sur le nerf. Je sais pas, I'm sensing a pattern here. Tu sais. Le cop qui boit son café noir avec une coupe de shot dedans, le stress, tu sais, là. Bref. Aka, all cups are alcoholics. Euh, Alleged- Allegedly. Bonsoir, Symbiotic Practice. bien le bonsoir, Symbiotique Praxis. Bienvenue à l'Antipode. Écoute,
Pour nous mettre en bouche avant notre invité, on parle justement des gens qui veulent rester assis sur le cul à boire pendant l'apocalypse, c'est-à-dire les milliardaires qui se construisent des bunkers. J'avais déjà jasé de ça, les bunkers avec des amis à moi, parce que tu sais, quand tu es en soudage-montage, tu as toujours des projets de grandeur. Tu veux faire le lit à baldaquin le plus gros, tu veux construire un pont, tu veux, tu sais, bon. Tôt ou Ça tard. prend des soudeurs pour faire un bunker. Ouais, c'est T'es ça. plus avancé que moi, là. Fait C'est que, sûr que. exactement, tu sais. Puis là, on se disait à un moment donné, je jasais avec du monde, puis la seule utilité qu'un bunker pourrait avoir est psychologique. Dans le sens que tu as quelqu'un qui se sent pas safe, tu l'amènes dans un bunker, puis ça peut faire que la personne se sent safe parce que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, quelqu'un qui fait vraiment peur, je sais pas, moi, quelqu'un qui, tu sais, des gens qui ont été victimes de violences conjugales, par exemple. Puis on s'est rendu compte que ce qui était important, c'était même pas l'aspect bunker, tu sais, genre l'aspect, tu sais, être solide puis être capable de résister à des bombes nucléaires. Non, c'était juste l'aspect d'être caché. Puis que c'était la seule, comme, utilité qu'un bunker pourrait avoir. Parce que si tu essayes de faire un bunker pour que le monde. Tu sais, premièrement, si tu essayes de faire un bunker pour que le monde extérieur se soit protégé du monde qui sont dedans, ben, ça s'appelle une prison. Puis inversement, si tu fais des espèces de bunkers tu sais, contre l'apocalypse, pis ça, ben, au final, ça sert pas à grand-chose. Parce que si tu veux te protéger comme de la police puis du gouvernement, ils vont venir te chercher pareil. Tu sais. Parce qu'une forteresse, c'est toujours juste bon dans la mesure où tu peux la défendre. Tu sais, parce que un mur de béton, là, mettons, je te donne un exemple. Là, moi, tu me mets un mur de métal de 25 pieds d'épais. Là, euh, C'est du métal dans tabarnak, ça. oui, 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 mais je veux dire, même si tu mets tout ce que tu veux, tu me donnes les outils nécessaires, là, puis je vais finir par passer au travers, ça va juste être une question de temps. Ce qui fait qu'un bunker, c'est un bunker, c'est que, tu sais, s'il y a du monde qui me tire dessus pendant que je creuse, puis pendant que je graine le mettre, pendant que, tu sais, pendant que je passe au travers, c'est là que je pourrais pas le faire, tu sais. C'est là que ça va prendre des soldats pour me protéger, pour envahir le bunker. Tu sais, fait qu'en pratique, avoir un bunker quand t'es tout seul dedans, comme un maillet, là, tu sais, puis que, tu sais, ça sert à fuck all. L'affaire, c'est que tes soldats sont loyaux jusqu'à un certain point, là. À Ben, la c'est ça. rigueur, Oui, ben oui, oui. tu leur as construit un beau bunker comme base d'opération pour Ouais, la ouais. suite, là. Ouais. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Mais je veux dire. Genre, quand tes actions vaudront plus rien, là, que tu vas les payer comment, tes mercenaires, là, en crypto, ça vaudrait plus rien non plus, là. Ouais, Qu'est-ce non, que mais c'est tu ça. vas faire? Exactement. Tu vas stacher de l'or en barre dans ton bunker, ça fait juste de toi encore plus une bonne cible, là, tu Ouais, sais. non, c'est ça, exactement. C'est ça. Tu sais, c'est de dire, pour avoir un bunker, là, faut que tu ailles. Tu sais, ça peut être bon pour des institutions, par exemple. Tu sais, j'ai déjà entendu le politicologue Stéphane Roussel dire que ben, quand il parlait des conspis euh, qui pensaient, tu sais, genre, renverser le gouvernement en prenant, par exemple, l'Assemblée nationale ou des affaires de même, tu sais. Il dit, les gouvernements modernes, ils sont pas soumis à la possession des buildings qui les représentent. Là. L'appareil, tu sais, l'appareillage gouvernemental est en arrière de ça, puis, tu sais, fait que dans la vraie vie, pourquoi? Parce qu'ils ont des bunkers, parce qu'ils ont des si, parce qu'ils ont des relations, ils peuvent s'en aller en exil si jamais ils se font... Tu sais, c'est ça un gouvernement, tu sais. Fait que dans la vraie vie, c'est la seule genre d'institution ou de trotte qui peut avoir utilité à un quelconque bunker. Sinon, là, toi tout seul, là, Je veux dire, ça tu sert sais, à fuck all. les gros bunkers citoyens dans une ville qui est soumise à des bombardements sporadiques, pis tout, Ah oui, t'es plus safe là-dedans qu'à la surface, là, mais ouais, genre un ouais, bunker personnel, ouais, genre ouais, que c'est moi ça. j'ai mon bunker, fait que Ouais, je vais être correct, whatever ouais, qui ouais, arrive, non. genre, c'est de la pensée hollywoodienne, là, c'est sûr. Oui, oui, clairement, clairement. Oui, non, on parle pas d'abri anti-aérien puis tout ça. Généralement, tu sais, oui, c'est des bunkers, là, mais je veux dire, Ouais, tu sais, un bunker à tornade, genre, ça Ouais, c'est ouais, bon ouais. aussi. S'il y a des tornades Ouais, chez c'est vous, un ça, s'il y a des bunker, tornades chez vous, ouais. c'est mieux, là, Oui, c'est oui, sûr. mais ça, on parle pas d'un bunker. C'est pas un truc contre l'apocalypse, là, tu sais, là, c'est tu sais, Non, c'est ça. ben, gars, check, on va passer, là, puis, gars, on voit ça, tu sais, Ouais, on va l'écouter, on est ben en oui, train de tout préempter ben les oui, on est en train de arguments. préambuler, exactement, mais c'est ça, c'est des doomsday bunkers, là, oui, oui, on parle pas des abris à tornades, puis on parle pas de, tu sais, de protection contre des catastrophes Ouais, naturelles, là, ça, c'est c'est ça. évidemment, s'il y a des risques de catastrophes naturelles dans ton coin, comme tu dis, c'est ça, tu sais. Il y a des cas que tu es mieux en dessous du sol. C'est ça, là. Tout ça dépend des circonstances, mais c'est pas une panacée. Non, non, c'est ça, exactement, là, c'est pas... Ça va pas te sauver des zombies. Ouais, non, c'est ça. Hey, ça, je la trouve tellement drôle. Moi, l'apocalypse de zombies, à un moment donné, j'avais vu, tu sais,
comme des scénarios là, tu sais, catastrophes, là, puis il avait calculé que, tu sais, même, mettons qu'il apparaîtrait un virus là, qui transformerait le monde en zombie, les scénarios qu'on voit dans les films, là, tu sais, Walking Dead ou whatever quel autre, là, euh, si on tuerait des zombies à cette vitesse-là, tu sais, puis que, tu sais, il y aurait, mettons, là, tu sais, il prenait l'exemple que moi j'avais vu, auquel il avait comparé, c'était, mettons, on prend Walking Dead, là, puis tu prends un groupe, là, tu sais, comme le groupe que tu suis dans la série, puis tu postules qu'il y a des petits groupes de même un peu partout, mettons, aux États-Unis, en Amérique du Nord, blabla. Puis tu regardes le nombre de zombies qui tuent, tu sais, au nombre de temps, puis tu sais, ils ont calculé que si on tuerait des zombies à cette vitesse-là, l'apocalypse durerait quelques mois, les zombies seraient cleanés, puis la société se rebuilderait, puis Ouais. voilà. Eh ben, tout ça donne et que de la spéculation Oui, parce que oui, les mais zombies, ça n'existe pas, mais tu sais, mais genre, tout ça pour montrer que l'affaire avec les l'échelle à attaques, laquelle c'est présenté, tu sais, c'est out of proportion, là. C'est ça que je veux l'affaire dire. avec l'apocalypse de zombies puis tout le kit, genre, c'est fait par Elon Musk parce que ben, Ah ouais. les milliardaires font pas la différence Non. entre du monde ordinaire et des zombies. Là, c'est la même affaire pour eux autres. Là. Mm, Leur panique, c'est que c'est nous autres, c'est de nous mm, qui ont peur, en fait. mm. Ah oui, oui, je me rappelle plus c'est quel milliardaire qui disait que l'idée que les pauvres se révoltent, Bonsoir, ça... Fireproof. Eh bien, bonsoir. Ouais, c'est ça, il y avait un milliardaire, je me rappelle plus qui, là, qui disait que l'idée que les pauvres se révoltent, ça l'empêchait de dormir le soir, là, je me rappelle plus lequel. C'est cool, hein? Ouais, c'est cool. C'est au moins ça, cest Chris? De Et, tu sais, rien. eux Ça me autres, fait là, dans plaisir. certains cas, ils nous empêchent d'avoir des soins de santé, des ci, des ça. Tu sais, quand même qu'on les empêcherait de dormir un peu. Là. C'est fair Ouais, c'est game, ça. là. C'est de bonne gueule. Quand on continue, on va les laisser se compter des peurs dans leur bunker Ouais, c'est ça. pendant qu'on construit un monde meilleur. Hein? Exactement. Hey, ça rimait, c'était bon, ça. Euh, Même chose avec Symbiotic Praxis qui dit même chose avec les conservateurs off-grid qui pensent pouvoir survivre l'apocalypse tout seul en stockant de la bouffe et des armes. Tu penses qu'il va arriver quoi quand t'auras plus de réserve? Ouais, c'est ça. Ouais, ben, moi, la question que je me pose, c'est si tu vas t'offer jusqu'à la fin de tes réserves ou si quelqu'un d'autre va venir les chercher. Ouais, c'est ça Il aussi. faut penser en gamer, là. C'est quoi tu fais? Ben La oui. première affaire, tu arrives dans un jeu de survivaliste, tu t'équipes, puis tu t'en vas chercher la shit de Ben quelqu'un oui. d'autre, là. Fait que, Ben oui, genre, merci, clairement. man. C'est ça. Doomsday prepping has been around since prehistoric mammalian creatures stuffed some extra nuts into a tree to survive the winter. Humans, and especially American humans, became particularly fond of planning for the end of the world during the Cold War when nuclear Armageddon was a very real possibility. Ever since, it has become something of a utilitarian hobby for millions of people, spawning a multi-billion-dollar industry selling bunkers, ration kits, bug-out bags, and hunting supplies. The demand has grown so quickly that top-of-the-line air filtration systems have become collector's items because there simply aren't enough for everybody who wants them. What is interesting, or maybe a little bit concerning, is the particular group that is planning for the end of the world in higher attends. numbers than Comment basically qu'il anybody a appelé else ça? who Je veux wants juste... them. Become collector's items because there simply aren't enough for everybody who wants them. Supplies. The demand has grown so quickly that top-of-the-line air filtration systems have become collector's items because there simply aren't enough for everybody who wants them. What is interesting, or des maybe a little bit Tupperware, là. concerning, is the particular group that is planning for the end of the world in higher numbers than basically anybody else. Billionaires. In a game of survival of the richest, people like Zuckerberg, Peter Thiel, Sam Altman, and the former CEO of Reddit have all reportedly invested tens of millions of dollars in lavish accommodations to wait out the end times. These are just the ones we know about in a game where discretion is obviously a big advantage. So why the fuck has there been such a boom in doomsday bunkers for billionaires? And is this all just really stupid? Inside, this 54,000 square foot complex boasts Mark everything you Zuckerberg could is need to building live through the a end of the world. doomsday sort of a place where he can in fact go into hiding in case there is doomsday that happens. According to Forbes, there are 2,780 Nacho Pontiac, bienvenue, première fois, qui dit personne n'avait vu la pénurie de papier de toilette. Ok, ouais, non, c'est la réponse à Fireproof. Ouais. Et là, il y a une pandémie et les gens qui ont un bunker sont comme non, ça n'existe pas. Ah, non, c'est Ouais, ça, exactement. Ah, moi, je suis dans mon bunker, il n'y a pas de pandémie ici. Je pense que c'est sur les manigances l'autre fois qu'on envoyait voyons, Maxime Ouimet qui disait ah non, il n'y en a pas d'ouragan ici. Tu sais, il était du bord de la Floride où ce que l'ouragan n'est pas passé. Tu sais, il était de l'autre bord. Ouais, si je le vois pas, ça existe pas. Ouais, c'est ça exactement. Dans un bunker, ben, tu vois Tu rien. vois fait pas que, grand-chose, c'est ça. il y a rien qui existe.
À part tes gardes, mais tu sais, c'est tes gardes qui font rentrer le COVID ou whatever de la Euh, pandémie dans ton bunker. Puis après ça, t'as l'air fait en tabarnak, là, euh, dans une belle bulle avec ta famille. Puis, euh, c'est ça. Medo, eh bien, bonsoir, bonsoir. De toute manière, la pandémie nous a bien montré que plusieurs survivalistes ne sont pas très tolérants à l'isolation forcée. Effectivement. Trop de gens ont pété les plombs en quelques semaines ou mois dans un contexte de limitation légère seulement. Ça sert à Ouais, rien un bunker avec de la bouffe pour 5 ans si tu perds le contrôle de tes émotions et ta raison après 2 semaines. Ah ouais, là, c'est clair. bon, on s'entend que les milliardaires, c'est pas le monde le plus nécessairement émotionnellement stable et bien équipé, là. Mm. Mais d'un autre côté, tu as moins tendance à pogner le cabin fever quand ton bunker, c'est un palace souterrain, là, Ouais, tu sais. c'est On sûr. va voir les patentes qui se sont construites, là. T'as de la place pour aller prendre l'air, Ouais. là, tu sais. Mais écoute, ça, là, c'est une affaire là, pendant la pandémie. Là. C'est bien plate à dire. Là. C'est plate de rire de la souffrance du monde. Là. Mais quand ça fait des années là, que le monde il se fout de ta gueule ou qu'il te passe des commentaires de tout genre à l'effet que tu devrais sortir plus, tu restes trop chez vous. Puis je peux vous dire que dans la communauté neurodivergente, là, pendant la pandémie, là, il y en a une couple qui riait en tabarnak. Il était là. Là, il faut rester un mois chez nous, puis chez vous, puis tout le monde capote. Écoute, nous autres, on était là, big deal. Ouais, non, J'étais c'est sûr que j'étais comme, ça n'a pas été yeah! ça a pas été la pire affaire de mon côté, là. Sincèrement, moi, je me suis trouvé très, 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 très bien adapté au confinement. Puis non seulement ça, mais les fois où je sortais dehors, ne serait-ce que pour prendre une marche parce que ça me tentait, ben c'était plus agréable parce que comme il y avait moins de chars, moins de monde, il y avait immensément moins de bruit, c'était immensément moins agressant, qui est une chose pourquoi beaucoup de neurodivergents vivent de nuit. Il y a moins de son, il y a moins de lumière, il y a moins de ci, il y a moins de ça. Là, c'était de même tout le temps. Ah non, mais je sentais la différence, le bruit, le son. Là. C'était comme, OK, si la vie c'était ça, j'aurais peut-être moins de problèmes. C'était ça. Genre, tu sais, si on était juste tous, genre, on prenait ça relax, puis on restait tu sais, proche de chez nous, ou, Oui, c'est ben ça, oui. si on travaillait tous à la maison, par exemple, ça, c'est Ouais, des affaires, ou qu'on genre, travaillait tout moins, tu sais, genre, tu sais, quand ils disent que ça a ouais, un effet sur le moins, gaz. Ouais. puis plus de la maison, dans tous les cas où c'est possible, puis tout, peut-être que ouais, le dehors serait plus tranquille. Mais tu sais, il y a du monde qui aime ça aussi, là, il y a bien de l'énergie dehors, il y a de l'excitation, puis il y a bien du monde, là, tu sais. Ah oui, oui, mais tu sais, je veux dire, entre ça, puis tu sais, je veux dire, entre. Tu sais, il peut y avoir même des zones où c'est comme ça dans les villes ou des affaires de même, tu sais, où ce que les gens se rencontrent, mais entre ça, puis que ça soit le même partout, tu sais, Mhm. c'est comme. Là, présentement, c'est le bruit constant, c'est le. Je veux dire, même ici, parce que c'est tranquille quand même, d'habitude, c'était plus tranquille, Mm, là. Les bouts, on sortait dehors, puis il n'y avait rien. Les exact. animaux ont repris la place, puis ils sont encore là d'ailleurs. On est Mhm. encore. Les chevreuils de la pandémie sont encore bien installés sur le bord de la route ici, mais Puis à date, il n'y a pas trop d'accidents, je pense. puis ça a des effets positifs, tu sais. Ils ont remarqué que ça a baissé le taux d'émission de gaz à effet de serre, tu sais, parce que. Bon, mais c'est sûr, tu prends moins ton char. Ça. Écoute, Puis, il y a des affaires qu'on aurait pu apprendre de la pandémie qu'apparemment on n'a pas voulu apprendre. Parce que la seconde que ça a fini, il y a eu un gros pushback pour que tout le monde retourne au ben travail oui. en présentiel, juste pour le but d'être en présentiel. Puis, c'est ça, tu sais, en gros, c'est pour payer les loyers dans le centre-ville hors de prix pour qu'ils continuent à faire de la business en vendant des sandwichs, puis des cafés, puis whatever, tous les services, puis des garages, puis les gna, 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 gna. Alors, tu sais, ça faudrait que le monde, genre le monde urbain, le monde commercial s'adapte un peu au fait qu'il n'y a plus genre des millions de personnes qui se promènent tout en même temps pour aller travailler, mais genre, c'est Ouais, ça. mais ils s'adapteront jamais, eux Ceux autres. qui profitent de ça, ben, ils voulaient pas. C'est ça. Mais Je bref. suis en train de checker quelque chose parce que, tu sais, excuse un petit segue sur des affaires de millionnaires parce que je prends ça me permet un petit segue en même temps pour annoncer, encore une fois, notre club de lecture qui va commencer cet hiver, en janvier.
J'ai pas tout à fait fini de trouver les références pour les livres, là, parce que je veux donner quand même des références pour trouver les livres en français, puis tout ça, dans certains cas. Mais j'ai dans un qui va d'être dans la liste. Ça s'appelle, c'est un livre d'Alia Namian, La société de provocation, essai sur l'obscénité des riches. Puis il y a une comparaison que j'essaie de trouver qui est, qui compare certaines activités des ultra riches, des milliardaires, comme par exemple leur yacht et des choses comme ça, avec la consommation, je vais dire, courante, d'un automobile, là, de vous, de moi, n'importe qui, tu sais. Puis c'est absolument indécent, là. Tu sais, je veux dire, même à la quantité de personnes qu'on est, tu sais, si on n'arrête pas les milliardaires de créer cette empreinte-là, là, peu importe ce qu'on va faire, ça ne changera rien. Je vais trouver quelque chose, là. Je veux juste vous donner la référence exacte. C'était de mémoire, je crois que c'était, je me rappelle plus si c'était le jet de 1 ou la fusée de Guy Laliberté, mais on parle d'une utilisation d'à peu près 600 ans d'un véhicule, là. C'est hallucinant, là. On va restarter le vidéo, puis je vais vous trouver ça. Fireproof qui dit ici en banlieue, il y avait beaucoup moins de voitures qui circulaient et beaucoup plus de gens qui marchaient dans la rue. C'est intéressant. Oui, effectivement, il y a un de mes amis qui m'a déjà fait remarquer que pour aller plus loin que notre mode de vie occidental, il fallait refaire les villes sur le pas de l'humain plutôt que sur le pas de l'automobile. Tu sais. Ben, faut reprendre la rue, là, Ouais. carrément. Faut reprendre la rue à l'automobile. Là. 81 billionaires alive as of March of 2024. There are likely many more that the journalists at Forbes don't know about. But even from the recorded list, that is a lot of individuals from a lot of different countries and backgrounds. Counting all of these people together as a single consumer group shopping for the end of the world is a bit unfair. But they do all have three things in common that make them particularly willing to make big investments into big holes in the ground. The first is that to get to where they are, they would have learned about the value of preparing for adverse outcomes. Whether that's making sure that their business had contingencies in place to get them through a bad quarter, or adjusting the allocation of their trust fund to ride out down markets, ultra high net worth individuals inevitably learn to preserve what they have. A multi-million-dollar bunker with indoor swimming pools, golf simulators, and enough utilities to stay off the grid for decades is just another way that they can hedge their comfortable lifestyle against unforeseen downturns. Details are obviously scarce because these individuals want to keep their plan secret, but reporting by credible insiders have revealed that some of these individuals have multiple bunkers set up in places like Alaska, New Zealand. Toutes ces préparations-là, puis tout, genre d'être préparé pour toutes les contingences, puis tout ils engagent du monde pour faire ça, là. Ben oui, ils font pas big ça brain eux-mêmes. qui voient tout, eux autres, ils font pas tout ça seuls. Ils passent pas leur vie à se préoccuper de, genre, ils engagent du monde qui leur font des rapports trimestriels, puis c'est à peu près ça, là, tu sais. Oui, effectivement. Ils engagent des firmes, puis ça donne qu'ils engagent toutes pas mal les mêmes firmes aussi, comme que ça arrive avec une firme. What a surprise! L'effet de la standardisation, on partira pas de complotisme. Non. As well as their home cities so that they have contingencies for their contingencies. The second similarity that makes doomsday prepping particularly appealing to ultra-high net worth individuals is that they are already used to insulating themselves from the everyday world. Through choice or necessity, high-profile billionaires... Ah oui, ça c'est quelque chose que j'avais vu, là. Être riche, ça diminue l'empathie. Parce que tu places de la distance entre toi et le monde, puis tu fais juste penser à toi. Puis quand vient le temps de carry pour quelque chose, quelque part, d'avoir à se soucier en général, ne serait-ce que d'avoir de l'empathie ou d'avoir un problème, ben c'est quelqu'un d'autre tout le temps qui fait ça pour toi parce que tu peux payer quelqu'un pour faire ça. Fait que tu peux littéralement payer quelqu'un pour carry. Ça me fait penser... C'est un autre livre qu'il faudrait que tu mettes la main dessus, qui s'appelle Elite Panic. Ou en tout cas, Behind the Bastards, le podcast, je vais en a fait. Comment t'appelles ça? Elite Panic? Elite Panic, oui. Je me rappelle pas c'est qui l'auteur. Je sais que c'est ça, Behind the Bastard en a fait un pod, là, un épisode. C'est un de mes épisodes préférés. C'était vraiment... c'était vraiment passionnant. Excuse-moi, Fireproof vient de nous nailer de quoi? Là. Il dit être empathique, ça réduit tes chances d'être riche. Fort probablement.
Fort probablement, parce que, tu sais, justement, quand vient le temps d'être un requin, tu veux pas parce que tu es éthique, puis tout ça, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai déjà croisé une fille à l'université, elle retournait aux études, c'était pendant la grève de 2012, elle avait été coiffeuse, puis elle disait qu'elle n'y arrivait pas parce que, tu sais, elle voulait être legit, là, tu sais. Elle disait, le seul moyen que je pouvais arriver, là, c'était, tu sais, c'était de faire des jobs en dessous de la table, puis des affaires de même, là, puis faire des crosses si c'était là, parce que tout est tellement draconien, là, tu sais, il faut tellement que tu sois un requin que si tu veux être le moindrement un être humain décent... Genre, l'empathie, ils vont en avoir quand même, genre, pour leur famille, pour leurs amis, peu importe, pour leurs Oui, chiens, genre, avant mais d'en avoir pour le reste de la c'est population. ça. Mais oui, je veux dire, il y a un phénomène Mm. d'abstraction qui va se faire parce que sinon, ben, ils seraient pas capables, ils seraient juste pas capables d'être riches, genre, mais là, ils vont faire le choix entre, justement, être empathique puis être riche, là, tu sais. Puis Nacho Pontiac qui dit d'un autre côté, être Bill Gates, je le comprends, de se retirer de la société puis de pas marcher main dans la main avec sa conjointe dans la rue. Ça veut dire quoi, ça, que tu le comprends? Tu sais, je veux dire, se dire, ah, moi, si j'étais riche, je ferais la même affaire. Ben oui, mais c'est justement, Non, ça mais montre à c'est quel ça. point la richesse, ça corrompt, à quel point tu sais, je veux dire, d'un côté, il y a ça, puis d'un autre côté, il y a le fait que tu seras jamais Bill Gates, tu sais, avec, ben, avec toutes les Ah, c'est pas juste des conspis qui en en veulent, moi veulent, aussi, j'y en veux à Bill tu sais, Gates. je veux dire, excuse-moi, là, moi, là, c'est Toutes pas... les personnes qui auraient voulu plus de vaccins dans le tiers-monde, ils en veulent à Bill Gates. Les personnes qui auraient voulu une informatique libre, ils en veulent à Bill Gates. Ça, là, Juste le c'est... fait que c'est un milliardaire, je veux dire, c'est pas tout le monde qui triple là-dessus. Tu sais, ça veut pas dire qu'il se fait attaquer genre la seconde Ouais, qu'il met non, le c'est pied ça. dehors, mais c'est ça. Tu sais, Peut-être que c'est une inquiétude qui est valide là, ben, tu à sais, ce niveau-là. Tough shit. c'est ça, Tough exactement. shit pour Bill Gates. Là. J'avais déjà vu une vieille quote anarchiste, tu sais, genre qui venait d'un militant inconnu. Là. Ça disait, tu peux pas avoir le salaire de 100 hommes sans exploiter 100 hommes. Fin. Tu sais, Ouais, regarde, ben, c'est les gardes, genre, peut-être qui te coûtent plus cher aussi quand t'es tout le temps en public, puis il faut qu'ils travaillent plus fort, genre, que quand ils sont tranquilles à la maison, je sais pas. Peut-être qu'ils se font payer des primes par outing, ou genre, quand il arrive de ouais, quoi, puis c'est puis pas... faut qu'ils agissent. Peut-être que ça ferait monter leur prime d'assurance, là, c'est quelque chose de même. Là. Non, mais c'est pas juste ça. Tu sais, quand tu as tellement d'argent que justement, tu gagnes tellement sur le dos de tout le reste de la société que le reste de la société t'en veut assez que tu es obligé d'avoir des gardes, tu sais, puis tu es obligé d'avoir puis là, tu justifies le fait d'avoir des gardes par le fait que tu as de l'argent, puis tu justifies ton argent par le fait que tu as des gardes. Ben, peut-être que ça serait mieux. Tu sais, là, le fameux mythe de la redistribution tu sais, de la richesse, là, tu sais, n'en déplaise à Gab ici présent, là-dessus, je suis d'accord avec le prof Wolf. Ce qu'on Non, appelle. mais il y a des affaires que je suis d'accord. Ouais, ouais. Ce qu'on appelle la social-démocratie, là, tu sais, ça crée des tensions sociales, puis au final, ça marche pas. Tu sais. C'est de dire, ah, on a un système qui est défaillant, tu sais, on le sait très bien que laisser s'accumuler de la richesse, c'est mauvais, fait qu'on va la redistribuer. Ben, peut-être que si tu marchais d'une manière qui la laisse pas s'accumuler dès le départ, tu sais, ah, on va motiver les gens en leur donnant la possibilité d'accumuler de la richesse. Mais on va venir le prendre, par exemple. Calvaire, comment avoir l'impression, comment donner l'impression à quelqu'un qui est une victime quand il ne l'est pas, comme ça. Peut-être que si on l'empêchait de s'accumuler. Il faut redéfinir le concept de richesse. Oui, puis c'est pas juste ça, là, tu sais, c'est de dire aussi les. Bonsoir, Nico Tremblay. Bien de bonsoir, Nico, ouais, je m'en allais là après. Tu sais, c'est de dire. Tu sais, le concept des ultra-riches, là, de laisser l'accumulation se produire dès le départ, c'est ça le problème. Tu sais, si on la laissait pas s'accumuler, on n'aurait pas besoin de la redistribuer. Ou en tout cas, Non, il il n'y aurait pas besoin de garde, puis il n'y aurait pas besoin de bunker. C'est ça. Nacho Pontiac qui dit c'est sûr que c'est pas des gardiens à 20$ de l'heure, ça doit être des firmes privées. Ben oui, c'est ça. C'est ça, exact. Don't live normal lives. For their own convenience and protection, they fly private, have security personnel, and staff on call to do mundane tasks like get groceries for them. According to the industry research firm Technavio, global spending on private security has boomed to $330 billion and is projected to reach almost $500 billion by 2028. Certain companies are now including security allowances in the salary packages of their top executives. Before he retired as the company CEO, Jeff Bezos was given $1.6 million a year to cover his security costs by Amazon, according to company filings. Now, to play devil's advocate on behalf of the billionaires, their public notoriety does make them targets for kidnapping, blackmail, or just revenge by disgruntled former employees who filled up one too many piss bottles.
The point is that the idea of living in a bunker is not that insane to people who already live lives insulated from the rest of the world. The third reason rich people are so amenable to preparing for the end of the world is because they're rich. Incredible journalism, I know. But to average people like you or I, even a modest survival shelter to ride out basic natural disasters is a major investment. To them, a decommissioned missile silo or a bunker in some country left off half the world's maps with provisions to last decades off the grid is less than a day's work. So, why not? A report by the Financial Times describes how survival bunkers have become yet another status symbol to collect alongside the New York penthouse, the yacht, and the private jet. Now, it's their money, and they can spend it on what they want. But this is all incredibly stupid. There are very few people more dependent on the systems of a modern society than billionaires. Their wealth is only possible because of the reach and industrial capacity of our modern world, as well as the people who are willing to work for them because of systems that won't survive when doomsday bunkers become prime real estate. Flying around the world takes the coordination of pilots, air traffic control, and maintenance technicians, not to mention the supply chains needed for the jet fuel to fill the planes in the first place. Billionaires can motivate people to perform these roles because they have a lot of money. But if that system of exchange breaks down, they might not even make it to their far-flung bunkers in the first place. What's more is that nobody stands to take a larger quality of life hit than a billionaire in the modern day. They might survive, but the goods and services they consume to give them the lifestyle they enjoy just wouldn't be available in a doomsday scenario. The logical conclusion for people with this many resources at their disposal would be to focus on avoiding the apocalypse rather than preparing for it. But unfortunately, this is not how they think. Oh, and this is far from the dumbest thing about these billionaire bunkers. So it's time to learn how money works to find out why some of the world's wealthiest people are actually looking forward to the end of the world as they know it. This week's video is brought to you by Motion. Balancing my channels with my newsletter means my schedule can get pretty hectic, but since I have started using Motion, everything's been easier to manage. I wasn't sure if their productivity increase claims were true at first, but after using it, I have to say, it really does live up to the hype. Motion combines your calendar and to-do list, syncing everything together so you know exactly what to do and when to do it. It's like your calendar app on steroids, but in this case, it is AI. Let me show you how it's been working for me. First, I sync all my calendars to Motion so there is one place to see everything, and then I add my tasks and to-do items. The tool's fine-tuned algorithm is constantly running in the background, making sure everything stays on track. If something urgent pops up, like this meeting, Motion automatically reshuffles my tasks so I don't have to worry about moving things around manually. And if I don't finish a task on time, Motion just moves it to the next available slot, so nothing falls through the cracks. When I do complete a task, I just check it off like a to-do list item, which is really satisfying. Another thing I love about Motion is it helps me take care of myself. It schedules time for things like meditation and lunch, making sure I get those essential breaks in my day. Since I started using Motion, my days feel more structured and I'm not constantly worried about what's next. There's room to breathe and I'm still getting everything done. If you've got a busy schedule and want to take control, try Motion with a special 7-day free trial. Just click the link in the description and see how much it can change your day. Douglas Rushkoff is a writer and media theorist who is, amongst other things, one of the early pioneers of the cyberpunk genre and coining the term viral media. He was also the first person to widely draw attention to how much time, effort, and money ultra-high net worth individuals were spending on the end of the world. Rushkoff is an advocate for open source systems and spoke about them a lot before they were mainstream, which, for better or worse, has made him very popular amongst the people in the tech industry. With that popularity, he has said he frequently gets requests to come and speak at events held by tech leaders and their companies, often for tens of thousands of dollars a day in speaker fees. In a 2018 article that he later turned into a book, Rushkoff spoke about a time that he was invited to one of these speaking engagements and the money offered was simply too good to turn down. But instead of giving a speech, he was instead directed into a small room to speak directly with 5 super wealthy individuals, who he didn't individually identify, but he did disclose that they were all from the hedge fund industry. Another surprise is that these men weren't interested in discussing Rushkoff's ideas about futurism, technology, media, or anything that he is famous for researching. They instead wanted to talk about how to prepare for the apocalypse. The reason they were interested in Rushkoff was not because he had any credentials in the field of survival shelters, but because they wanted him to use his expertise in developing open source social systems to fix a problem they were having. These unidentified men and others like them had hired highly trained teams of security personnel to keep them safe when traditional national security could no longer be relied on.
According to a market report by Business Research Insights, the global primary military security market is now worth $220 billion and is expected to grow to over $300 billion by the end of the decade. That growth has mostly been from commercial transport security through unstable areas like the Suez Canal and personal security for individuals. In an end-of-the-world scenario, the teams of ex-Navy SEALs that these people are hiring could certainly fend off most would-be looters. But while they could keep their clients safe, there was no way that their clients could keep safe from them, in a scenario where money had lost all meaning. What they wanted was for Rushkoff to figure out a social system to keep these hired security personnel subservient to the billionaire in a situation where they had all the power and there was nothing really stopping them and their team from claiming the multi-million-dollar bunker for themselves and their own families. In his article, he reports that they were experimenting with ideas like putting shock collars on their hired mercenaries so that they could incapacitate them if they tried to Bonsoir, rebel. Mamol. Ultimately, Rushkoff pointed out that most of these efforts would be bonsoir, futile, Mamol. and perhaps the best solution was just to be nice to the hired help before the end of the world comes about. Understandably, the billionaires disregarded this advice as commie nonsense and are presumably in talks with a more amenable cyberpunk author to design their bunkers. Now, as with everything in this world, it's hard to independently verify what exactly was discussed at this secretive event, or in fact, if it even happened. It could be just a good premise to sell some books, and I will be leaving a link to it below, but it still speaks to a clearly obvious trend of wealth becoming more and more insulating. One of the takeaways from Rushkoff's book and article was the question that has started dominating the mind of ultra-wealthy people. The actual bunkers were just an extension of a trend of people trying to hide themselves away from a society that doesn't like them. Now, this isn't some metaphorical, the real bunkers are the enemies we have made along the way, but it is the third reason why this is all incredibly stupid. There aren't many people in the world that have more influence over how successful our society is than the people who can afford these multi-million-dollar bunkers. It would be much better for everybody if they simply used their resources to avoid these problems in the first place rather than planning on how to deal with them once they become a reality. But an increasingly popular philosophy amongst the same group of people means that some of them might actually want this to happen. Accelerationism is the idea that radical change can be brought about by intentionally intensifying capital accumulation, technological change, and demographic shifts to destabilize traditional systems and effectively rebuild something better from the metaphorical or literal ashes. On the surface, the whole thing sounds absolutely insane. But the broad ideas of the theory have been adopted by a lot of very high-profile individuals like Sam Altman, Gary Tan, Elon Musk, Rupert Murdoch, and Peter Thiel. Most of these people are heavily involved in technology, so making big claims about how the world can be radically reshaped by their AI systems might just be an effective way to create buzz around the capabilities of their companies. Or it could be that they are running these companies with this kind of inherently unstable future in mind. Before he was a household name, Sam Altman of OpenAI in an interview with The New Yorker said that he had an arrangement with Thiel whereby in the eventuality of some kind of systematic collapse scenario, synthetic virus breakout, rampaging AI, resource war between nuclear-armed states, so forth, they both get on a private jet and fly to property Thiel owns in New Zealand. Now, another possibility is that all of this could just be a way for people to justify to themselves that hoarding wealth and recklessly experimenting with potentially dangerous technology is all to serve a bigger purpose than their own personal enrichment. Who is to say? Joe Scott made an amazing and fairly balanced video on accelerationism a few months ago where he went into a lot more details than I did here, so I will leave a link to him down below. Most of his videos are awesome. Even if all of this is just something for really rich people to work on in their spare time, it has created a huge industry in and of itself, and there are people ready to hype up the inevitability of the end of the world if it secures them a contract to dig a multi-million-dollar hole in the ground. Now, another element to this is how these billionaires have handpicked countries to set up these rather serious operations in. I am going to be writing an article over on my completely free email newsletter Compounded Daily about the growing trend of buying citizenship as an escape plan from the end of the world, or just an unfavorable election. If you want to read that in articles like that and get these videos a day early, sign up at the link below. Or go and watch this video to find out who companies are going to sell their products to once they have replaced everyone with AI to keep on learning how money works. Bon, ben, c'était ça, Maxime. Time's up. T'as pas trouvé ce que tu Ouais, cherchais ben à non, la fin du vidéo? je l'ai pas trouvé, mais celui que je voulais, mais en fait, non, c'est quoi? Tu le dis, là, puis je viens de le trouver. Il est dans ma face, Ah, puis j'en ai trouvé un autre. Fait que, good. Je sais pas encore ce que tu cherchais. Mais... en fait, c'est parce il y a beaucoup de liens. Il y a un chapitre dans le livre qui concerne les méga-yachts.
Puis il y a un énorme lien entre ça puis les bunkers qu'on vient d'écouter parce que, tu sais, il parle, par exemple, de réclusion ostentatoire puis des choses comme ça. Tu sais, la capacité de se retirer du monde. Il y a aussi, tu sais, la vente d'îles. Ça a l'air que c'est rendu... Un bunker sur l'eau à la place d'être en Ouais, dessous de la c'est ça. terre. Oui, Ça puis le seasteading. Puis tout. Tu sais, ils exactement. cherchent toutes Oui, des c'est ça. façons de se C'est ça. séparer de la C'est ça. société qui les a rendus riches. Là. Exactement. Puis c'est ça, il y a un chapitre sur le seasteading puis des choses comme ça. Puis je vais vous lire un extrait dans celui qui parle de l'impossibilité d'une île. Fait que c'est le titre du chapitre, là. Fait que ça s'appelle, tu sais, ça c'est par rapport au seasteading puis la vente d'îles privées. En un mois seulement, en mai 2022, un milliardaire comme... Parce que... Ah oui, je vais juste vous lire le début, le contexte. Là. Il mentionne... On sait que le premier 1% des plus fortunés du monde produit à lui seul près de 15% de toutes les émissions de gaz à effet de serre et que les premiers 10% des émetteurs les plus importants sont responsables de près de la moitié de toutes les émissions sur la planète. Fait que c'est dans ce contexte-là. En un mois seulement, en mai 2022, un milliardaire comme Bernard Arnault, à la tête du groupe LVMH, chef de file de l'industrie du luxe, a effectué 18 vols à bord de son jet privé, émettant 176 tonnes de CO2, soit l'équivalent d'un peu plus de 17 ans d'empreinte carbone pour le citoyen moyen. Puis là, il donne d'autres exemples. Là. Elon Musk, qui vante les mérites écologiques de sa compagnie Tesla, utilise régulièrement son jet privé pour se déplacer sur de courtes distances, etc. Bon. Puis l'autre, plus loin, qu'il mentionne, c'est par rapport au fait que c'est le fameux voyage dans l'espace de Guy Laliberté. Ces visions sont évidemment des fabulations d'esprit troublé. Ouais, parce qu'il mentionnait, il donnait comme exemple juste avant le désir d'Elon Musk de faire une colonie sur Mars, là, encore une fois, s'en aller plus loin, bon. Fait qu'il mentionne... C'est plus deep que ça, mais il faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus. Ouais. Oui, c'est plus deep que ça, mais je le mentionne ici, c'est juste parce que c'est à ça qui est ta référence juste avant le bout que je vais vous lire, là, pour que vous ayez du contexte. Ces visions sont évidemment les fabulations d'esprit troublé, d'hommes flottant en apesanteur qui ont perdu contact avec le réel. Guy Laliberté s'est envolé durant 12 jours vers la Station spatiale internationale afin de vivre un périple dans les étoiles. Pour ce voyage en taxi cosmique, l'entrepreneur de cirque a déboursé près de 50 millions de dollars qu'il a tenté par la suite de soustraire à l'impôt sous le prétexte qu'il s'agissait d'une mission sociale et poétique visant à sensibiliser le public à la protection de l'eau. Le prix de ses caprices n'avait pourtant rien de social ou de poétique, encore moins d'écologique. Un vol en fusée met un peu plus de 1000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 638 ans d'émissions d'une voiture moyenne parcourant 15 000 km par an. On peut bien se demander après ça pourquoi ils ont peur qu'on s'aille fâcher contre eux autres. Mais tu sais, répétez après moi, là. Faut minimiser son empreinte carbone, là. Faites du covoiturage, marchez, ou je sais pas quoi, consommer moins, ou tu sais, là. Toutes des bonnes choses Toutes des bonnes en choses. isolation, là, de toute façon, mais oui. En Faites- effet, nous autres, il faut qu'on nous demande de faire ça, mais eux autres, par exemple. Oui, non, c'est ça. Faites ça Tout, pendant... tout le monde est organisé pour qu'il n'y ait jamais besoin de se retenir de rien. Là. Pourquoi ils vont se retenir de consommer? C'est une joke. Là. C'est ceux qui s'imaginent que les milliardaires, même les millionnaires, vont se retenir de consommer what the fuck. Genre, C'est ça. ça aussi, c'est une hallucination de personnes qui flottent en apesanteur. Exactement. Écoute, moi, je viens de voir que notre invité vient d'arriver, fait qu'on va s'en aller en break, on va aller le chercher, puis on va vous revenir là-dessus. Puis, par contre, ben, je pense je t'ai déjà shooté. Là, tout devrait être organisé. Fait que ça devrait pas être un trop long break pour. OK, parfait. Bon, ben, on vous envoie quand une petite toune pas trop longue, puis on vous revient, ce sera pas bien long. Puis écoute, je vais même mettre une spécialité de quelque chose qui est sorti dans les derniers jours. Ça va être. Je te dirais que tu vas être agréablement surpris, je pense. Ça va être cool. Je vais avoir juste le temps de remplir mon café.